Hello à tous. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le stream d'entraînement du mardi, 1200, 1700. Hello. Ok, on est parti ici avec le premier exercice stratégique. Hop. Voilà, ici très au noir. Je vous pose la question, en fait, ici, nous avons une pièce de moins avec les noirs, mais ce cahier D4 peut être récupéré par le pion en E5, ou bien on peut aussi récupérer ce cavalier avec fou B6, qui clouerait le cavalier, et au prochain coup on le récupérerait peut-être du fou. Donc vous avez ici un dilemme, est-ce qu'on récupère tout de suite avec le pion, ou est-ce qu'on le récupère après avec le fou? Je vous laisse 5 minutes, très au noir, bonne chance à vous, exercice stratégique. Ok, on va ici débriefer. Pendant très longtemps, il n'y a personne qui a eu la bonne solution, et c'est à la toute fin que j'ai deux personnes qui ont proposé la bonne solution, enfin, le bon coup, et pour les bonnes raisons. C'est surtout ça qui est très important. Ici, malheureusement, quasiment tout le monde est tombé dans le piège. Fou B6 n'est pas bon. Fou B6 n'est pas bon. C'est une erreur. C'est une erreur. Alors il y en a qui m'ont dit un truc marrant. Ils m'ont dit contre un débutant, je jouerais E prend D4. Parce que si jamais. Parce qu'il va sûrement prendre de la dame. Et s'il prend de la dame, je jouerais fou B6. Et je gagnerais ainsi sa dame. Et contre un plus fort, bon bah je jouerais fou B6 parce que probablement il va pas donner sa dame sur E prend, sur E prend D4. Bon, c'est un peu une stratégie risquée. Ça peut passer, mais c'est aussi comme ça qu'on a des fois des contre-performances. En fait, enfin comment dire, ça peut passer, mais après il y a deux soucis, c'est que c'est aussi ce qui peut générer beaucoup de contre-performances parce que plus vous allez augmenter les situations où vous ne jouez pas la position de façon objective, mais plutôt le joueur qui est en face, plus vous risquez aussi de prendre des décisions extrêmement, on va dire, plus basées sur votre ego que sur la réalité objective de la position. Et donc des fois, ça peut vous faire aller au-delà du raisonnable, juste parce que la personne en face, par exemple, a moins d'élo que vous. Et le deuxième truc qui me dérange un petit peu, c'est que euh, ça rattache quand même un petit peu votre façon de jouer à du coup une motivation très extrinsèque de pourquoi vous jouez aux échecs. Donc en gros, c'est très orienté résultat, hein. Et du coup, le problème, bon, bah, c'est que quand les résultats sont là, c'est super. Quand les résultats sont pas là, aïe, c'est un peu plus fragile souvent. Euh, alors qu'une motivation plus intrinsèque où on se dira, ok, ce qui compte c'est que je progresse en tant que joueur, que je comprenne mieux le jeu d'échecs. C'est une motivation qui souvent a des fondations un peu plus solides, notamment quand le bateau il commence un peu à chavirer et que les résultats sont moins bons. Euh, du coup, bah, ici, jouer E prend D4 en se disant que bah, si jamais il fait dame prend D4, je gagne la dame, bah, là on cherche vraiment pas à progresser en tant que joueur. On cherche vraiment le petit piège. Donc, bon, après, c'est compréhensible aussi, parce que ça se trouve, en face, il est pas fort, il joue dame prend D4, et là, vous allez forcément me dire, bah, tu vois, j'avais raison, je joue fou B6, je gagnais la partie. Donc, ok, ça passe, mais il peut y avoir aussi des risques, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. Donc bon, ça se discute, hein, il n'y a pas de vérité absolue, mais disons que voilà, il y a du pour et du contre, quoi, dans cette stratégie. Ok, bon, ça j'en ai parlé, et du coup maintenant, pourquoi fou B6 c'est une erreur? Pourquoi fou B6 c'est une erreur, et pourquoi vous êtes très 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 nombreux à être tombés dans ce piège? Bah, c'est parce qu'en fait, l'erreur ici que vous êtes beaucoup à avoir commis ici, c'est d'avoir considéré un élément stratégique sorti du contexte global de la position. En gros, ici, la plupart des joueurs dans le chat veulent jouer fou B6 parce qu'ils se disent que le problème de E prend D4, c'est que ça crée des pions doublés, des pions isolés, et ça c'est pas très bien au niveau de la structure de pions. Oui, c'est vrai.
Et donc c'est pour cela que vous voulez jouer fou B6, parce que comme ça après vous pouvez récupérer du fou et vous conservez une structure de pion qui a l'air assez uniforme. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est une décision qui du coup est fondée sur uniquement un seul élément stratégique, alors que vous devez évaluer l'impact de vos décisions sur les 5 éléments stratégiques en même temps. Ici, si le jeu se résumait à avoir la plus belle structure de pion, il n'y a pas de souci. Le meilleur coup, c'est fou B6 suivi de fou prend D4. Mais malheureusement, il y a d'autres éléments stratégiques qui sont constamment présents et il ne faut pas les perdre de vue. Et notamment, un élément stratégique, c'est la sécurité du roi. Fou B6, grosse erreur, pourquoi? Parce qu'il joue F6. Vous n'avez plus le fou en D8 pour bien contrôler la case F6. Et là, il vous balance F6. Alors vous êtes content, vous vous dites, ok, je fais fou prend D4 et c'est super, je n'ai pas la mauvaise structure de pion, mais je fais roi H1 pour parer l'échec. Et là, le roi noir est extrêmement en danger. Nous avons fait une rencontre mensuelle sur les façons les plus classiques d'attaquer un roi. Et on avait fait un petit moment sur le fameux pion qui débarque en F6 et qui va créer des faiblesses sur les cases noires. 2 possibilités pour les noirs. Soit ils font rien, mais à ce moment-là, je vais prendre en G7 et là, le roi, il est totalement à l'air. Et soit les noirs veulent garder les colonnes fermées devant leur roi, ce qui est, vous savez, une façon assez typique de se défendre pour éviter que les attaquants arrivent. Donc ils peuvent jouer G6. Mais vous savez, on l'a beaucoup vu, c'est que le problème de ça, c'est souvent les mates, baiser de la mort avec une dame en G7 et le pion qui défend la case G7. Donc là, les blancs jouent dame D2, menace dame H6, dame G7, échec et mat, c'est quasiment imparable. La seule façon de défendre, c'est roi H8 pour, sur dame H6, pouvoir jouer tour G8. Mais là, c'est super chaud pour vous. Pourquoi? Assez thématique. Souvent, quand c'est comme ça, on va suivre avec un coulissage de la tour. Tour E1, tour E4, tour H4. C'est difficilement parable pour côté noir et va y avoir dame prend H7 échec et mat. Donc, par exemple, tour B, E1, juste pour vous montrer un petit peu le danger de la position ici des noirs, si vous faites rien, par exemple A5, tour E4, et vous connaissez le fameux petit thème, lorsqu'on a le pion en F6, par exemple si les noirs font encore rien, on a ici dame prend H7, échec, roi prend H7, tour H4, échec et mat. Toute cette séquence, elle est extrêmement thématique. Vous avez des milliers de parties qui suivent exactement ce même scénario d'attaque. C'est-à-dire qu'on met un pion en F6. Si l'autre ne fait rien, on prend en G7 et ça ouvre les lignes sur le roi adverse. Si l'autre ferme les colonnes, on ramène une dame en H6 pour menacer le mat en G7, ce qui force l'adversaire à décaler le roi pour mettre la tour et empêcher dame G7 échec et mat. Mais du coup, on fait coulisser la tour, on sacrifie la dame et il y a le mat avec la tour qui coulisse. Tout ça, c'est extrêmement thématique. Donc en fait, vous devez vraiment... Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous voyez que là, il peut faire le F6, ça doit faire tilt dans votre tête et vous devez vous dire « Ah non, mais il y a le fameux scénario écrit d'avance que je dois absolument éviter. » Et voilà, donc c'est le souci. Et en fait, finalement, du coup, si on prend en considération l'impact de fou B6 sur d'autres éléments stratégiques et pas uniquement la structure de pion, bon bah là il n'y a pas photo, parce qu'on se dit ok très bien, j'ai une bonne structure de pion, mais par contre je me fais mater, donc non, surtout pas. Et donc en fait on voit que vous voyez, quand on garde de vue les 5 éléments stratégiques, et notamment la sécurité du roi, là on se dit ah non mais non, enfin ouais, j'étais beaucoup trop focus sur la structure de pion. J'ai totalement oublié, du coup, la sécurité de mon roi. Et du coup, ça nous permet de revenir en arrière et de se dire « Ah non, mais du coup, je dois absolument éviter F6. C'est ça le plus important. Parce que, bonne structure, ok, mais si mon roi est mat, ça sert à rien. Donc finalement, peut-être que je vais pas jouer fou B6. Et peut-être que je vais prendre D4. Et finalement, c'est peut-être pas si horrible. Pourquoi ? Parce que, bon, bah encore une fois, il peut pas prendre comme on l'a dit, parce qu'il y a fou B6, et on gagne la dame. Donc on perd pas de pion. Et surtout, il peut pas jouer F6.
Parce que le fou est encore en D8. Donc il y a juste fou prend F6. Et ici, on gagne un pion. Vous voyez. Et c'est pas la fin du monde parce que finalement, E prend D4, d'accord, mais le pion est faible, d'accord, mais il n'est pas si faible en réalité. Pour une raison très précise. C'est que le fou noir, il va débarquer en F6, et ensuite il va débarquer en E5. Je vous montre un petit peu, par exemple, un truc comme ça, regardez. Fou F6, fou E5, et supposons que je joue F6. Franchement, là, vous avez une sorte là, c'est quand même, c'est super solide, quoi. Là, cette combinaison du pion F6, du pion D6, du pion D4, du fou E5, c'est ultra solide. Et le fou E5, du coup, on pourrait se dire, ouais, mais c'est un gros pion. Bon, bah pas tellement, parce que quand même, vous voyez, il vise quand même le roi blanc. Donc il est quand même actif. Il est à la fois actif, et en même temps, il défend. Donc c'est vachement bien. Ok. Et l'autre truc qui est super important, et qui fait que cette position, finalement, elle est pas mal du tout pour les noirs, c'est que ce pion D4 n'est pas faible. Pourquoi? Parce que les blancs, ils n'ont pas de cavalier, et ils n'ont pas de fou de case noire. Ils n'ont pas de cavalier, donc ils peuvent pas attaquer le pion D4. Et ils n'ont pas de fou de case noire, donc ils peuvent pas non plus attaquer le pion D4. Qu'est-ce qu'il leur reste, les blancs? Il leur reste un fou G2, une dame D3, et une tour, et des tours, quoi. Le truc, c'est que le fou G2 est de case blanche, donc il ne pourra jamais attaquer le pion D4 qui est de case noire. Et le truc, c'est que les tours et les dames ont trop de valeur par rapport au fou E5. Donc ces pièces-là ne pourront jamais manger en D4, parce qu'elles vont se faire manger par un fou, et du coup les blancs vont perdre du matériel. Ici, on voit encore une fois, comme j'en parle dans le cours sur la structure de pion, que vous avez la théorie et vous avez la pratique. La théorie, c'est oulala, j'ai des pions isolés, j'ai des pions disloqués, j'ai plusieurs îlots de pions, ça va pas du tout. La pratique, et pour toujours avoir une compréhension beaucoup plus fine de qu'est-ce qui réellement est une faiblesse, je vous rappelle, c'est ces fameux 3 critères. Quelque chose est faible s'il remplit ces 3 critères qui sont que c'est faible si c'est facilement attaquable, si c'est difficilement défendable, et si ça ne peut pas fuir l'attaque. Ici, au niveau du critère est-ce que c'est facilement attaquable? Pas du tout. Vous voyez? Ok, c'est un pion isolé, mais pour les raisons que j'ai mentionnées, les pièces blanches ne peuvent jamais attaquer le pion D4. Donc vous avez, si vous voulez, c'est un raccourci. Quand on parle de pions isolés, de pions doublés, du nombre d'îlots de pions, c'est un raccourci. Et c'est un bon moyen relativement rapidement de savoir si on a une bonne ou une mauvaise structure. Mais après, plus vous allez progresser, plus il va y avoir des exceptions. Et là, l'outil un peu meilleur pour savoir si réellement son pion est faible, c'est ces fameux 3 critères. Et finalement, il y aura plein de situations où vous allez avoir un pion isolé, mais si vous passez en revue les 3 critères, vous vous dites, franchement, il est isolé le pion, mais il est difficilement attaquable, il est facilement défendable, et si jamais il est trop attaqué, je pourrais le déplacer. Bon, bah à ce moment-là, il ne sera pas faible. Donc vous voyez pourquoi je parle de... Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on retient ici? C'est vraiment ces éléments-là. C'est attention à quand vous jouez, bien considérer l'impact de vos décisions, pas sur un seul élément stratégique, mais sur tous les éléments stratégiques en même temps. Et puis, ce petit point qu'on s'est fait encore une fois sur la structure de pion, en théorie, et puis des fois en pratique. C'est pas réellement faible si on utilise ces fameux 3 critères. Ok, on passe à l'exercice suivant. Hop. Ok, ici très au blanc. La position est plus complexe qu'il en a l'air. Essayez aussi de trouver l'ensemble de la séquence à l'avance, pas juste le premier coup qui n'est pas très difficile à trouver. Donc voilà, essayez de trouver toute la séquence à l'avance. Et on est parti ici pour 5 minutes. C'est un exercice d'attaque. Oh ouais, exercice d'attaque. Ouais. On est parti pour 5 minutes. Bonne chance. Ok, ici on va débriefer. Malheureusement, personne qui a eu la solution. Peut-être qu'on va se refaire une petite session là de quelques minutes pour trouver, pour se donner une deuxième chance. On va déjà faire un premier débrief.
Ici, déjà, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est être extrêmement rigoureux au niveau du calcul. Ici, on remarque qu'on a plusieurs prises qui sont possibles. On a fou prend achète et on a h prend g3. Euh, du coup, forcément, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de vous dire, et on voit aussi que les noirs peuvent faire fou prend g5, hein, enfin, on, on note aussi ça qui est possible du côté des noirs. Donc en fait, finalement, il y a quand même trois prises, vous voyez, qui sont possibles. Donc le réflexe qu'il faut avoir là, c'est directement de se dire, ok, il faut que je fasse attention aux ordres de coups, vous voyez. Est-ce que je fais d'abord fou prend hachette et après h prend g3, ou est-ce que je fais d'abord h prend g3 et ensuite fou prend hachette? Ça, c'est clairement, par exemple, une problématique sur laquelle vous devez vous interroger. Très important, comme je l'ai dit, dans le calcul, on a différentes sous-compétences, et la compétence qui consiste à jouer les séquences dans le bon ordre de coups, c'est super important. Donc comme je l'ai dit, hein, vous savez, je le répète souvent, par exemple, si vous avez une prise A, B et C, le réflexe, c'est pas juste de se dire, bah, je vais faire A, B et C. Non, il faut se dire, je peux faire A, B, C, je peux faire C, B, A, je peux faire B, C, A, je peux faire C, A, B, etc. Hein, 3 prises, par exemple, ça implique 6 ordres de coups différents. Donc déjà, j'espère que vous avez eu un petit peu ce réflexe de vous dire, il y a différentes prises, il faut que je fasse attention à faire les différentes prises dans le bon ordre, enfin dans l'ordre qui va me favoriser moi. Déjà, essayons du coup de répondre un peu à cette question. Alors, ici, on peut faire H prend G3 par exemple. Bon. Ok. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a beaucoup de personnes ici qui ont commencé à calculer par exemple la ligne fou prend G5. Ensuite, fou prend H7. Et c'est super compliqué, vous voyez. Et le truc, c'est, attention, on peut être très tenté, vous voyez, pour l'adversaire, de tout de suite se lancer dans la ligne la plus critique où il va aller manger la pièce. Mais ici, il y a aussi un petit coup de défense de la part des noirs, ou après lequel on se dit, bah tiens, je vois pas forcément la suite de l'attaque. Et en fait, si on prend un petit pas de recul, bah on se rend compte que finalement les noirs, ils n'ont pas de matériel en moins. Vous voyez, ils ont 3 pièces mineures, et nous aussi on a 3 pièces mineures. Donc ils sont pas obligés là de prendre le cavalier G5. Et là, on voit que le pion H7 par exemple est attaqué 3 fois, et bah si les noirs tout simplement déplaçaient le pion. Vous vous rappelez, hein, j'ai dit que quelque chose était faible si il était facilement attaquable, difficilement défendable, et s'il pouvait difficilement fuir l'attaque. Bah là, il s'avère que le pion H7, il peut très facilement fuir l'attaque en se déplaçant ici en H6. Et tout d'un coup, c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger en H7, la colonne reste fermée en colonne H, le cavalier ici est attaqué, et là pour le coup, maintenant qu'on a plus fou prend H7, on menace très clairement avec les noirs, fou prend G5. Donc le cavalier doit se déplacer, il va rentrer ici en F3, et tout d'un coup, on a du mal à voir un petit peu la suite de l'attaque ici pour les blancs. Donc attention, ici, H prend G3, petite erreur, parce que les noirs sont pas obligés ici de prendre en G5. Et c'est là où on voit l'importance finalement de l'ordre de coups. Vous voyez, si on commence par H prend G3 en se disant qu'après on va faire fou prend H7, et bah finalement les noirs en profitent et jouent H6. Et comme on n'a pas fait fou prend H7 avant, bah du coup on peut plus le faire. Donc ok, du coup on va ici s'intéresser potentiellement à l'autre ordre de coups, qui est fou prend H7 d'abord, roi H8. Attention, j'ai vu des personnes proposer roi prend H7, c'est pas possible parce que le cavalier défend ici H7, donc roi H8 ici seul coup. Et ici, vous êtes très nombreux à avoir proposé H prend G3, très logique pour ouvrir la colonne de la tour. Effectivement, la ligne qui est assez critique, c'est fou prend G5. Et ici, vous êtes beaucoup à avoir considéré que cette position, c'était quasiment échec et mat immédiat pour les blancs. C'est vrai que la position a l'air super dangereuse parce qu'on a la tour avec le roi dans le viseur, le fou qui peut partir faire une découverte. On voit aussi la dame qui peut débarquer en H5 à tout moment et ça a l'air très dangereux. Mais attention, revenons ici aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait la sécurité d'un roi? Je vous rappelle, on a vu dans le cours, c'est 2 facteurs. Le premier facteur, c'est est-ce que le roi il a les petits pions devant? Et le deuxième facteur, c'est quel est le ratio attaquant-défenseur? Et bah là, le truc, c'est que
ici les noirs peuvent réinstaurer d'une façon assez atypique ces petits pions devant le roi qui permettent très souvent d'être pour un roi extrêmement en sécurité. Pourquoi? Parce que quand il y a des petits pions devant, du coup ça crée une barricade et du coup les pièces adverses, quand elles sont en face, elles ne font pas échec au roi. Et en fait là, c'est quoi ce petit coup atypique qui permet au noir de reformer cette barricade comme un petit roc? Eh bien en fait, si vous faites découverte, chaque fois je joue fou h6. Et en fait c'est comme si j'avais retrouvé mes petits pions devant. Et en fait vous n'avez pas d'échec et mat. Vous jouez dame h5, oui mais je suis désolé, c'est bloqué par le fou, défendu par le pion. Et vous avez un mal fou ici à continuer à l'attaque. Ok, peut-être la seule tentative c'est essayer de jouer peut-être G4, G5 pour forcer le fou à bouger et ensuite rentrer en H8. Mais moi je vais pas rester passif à rien faire. Par exemple, déjà, entre nous, je peux jouer F5. F5, c'est un coup de défense qui devrait vous venir en tête, parce qu'on a fait beaucoup d'exercices sur l'attaque et la défense de roi. On a fait notamment une rencontre mensuelle où on a fait uniquement l'attaque de roi. Et vous savez que il y a deux façons très typiques de se défendre quand on a le roi attaqué. La première, c'est la fuite du roi. La deuxième, c'est ramener les défenseurs. F5 permet de remplir ce double objectif. Pourquoi? Parce que en faisant F5, si jamais il y a un souci colonne H, on pourra fuir avec le roi au niveau du centre, voire jusqu'à l'aile dame. Et aussi en faisant F5, on supprime des attaquants et on ramène des défenseurs. Pourquoi? Parce qu'en jouant F5, on bloque la diagonale du fou C2, donc c'est un attaquant qui est quand même beaucoup moins puissant qu'auparavant, et surtout, en faisant F5, potentiellement dame F6 après qui arrive, tour F6 qui arrive, et on voit facilement du coup comment ces défenseurs vont venir soutenir le fou H6, et aussi en jouant F5 on rend plus difficile G4, et donc l'arrivée potentielle d'un attaquant supplémentaire du côté des blancs. Donc on voit qu'il y a pas mal de soucis, vous voyez. Donc malheureusement ici on est passé un petit peu à côté de ce coup fou H6 assez incroyable qui permet au noir de reformer cette barricade et donc finalement d'avoir le roi en sécurité. Donc ici, on va partir de cette position et se redonner 5 minutes avec les blancs. C'est la position critique. Et l'astuce que je vous donne, c'est cette fameuse compétence qu'on a travaillée en calcul que j'appelle la résolution de problèmes. Donc voilà, c'est la petite astuce que je vous donne. Donc les blancs ici jouent et gagnent, on repart pour 5 minutes, donc vous avez compris que la solution n'est pas H prend G3. Ok, bonne chance. Ok, on va ici débriefer. Il y a eu quelques personnes ici qui ont eu la solution. Ici, je pense les deux méthodes importantes à retenir, c'est la résolution de problèmes et aussi le desperado. Comment on peut trouver la solution ici, qui est cavalier prend F7? Juste avant de parler de cavalier prend F7, j'aimerais parler de H4. J'ai vu des personnes ici proposer H4. C'est pas un coup que je regarderais en priorité, en numéro 1, très clairement. Pourquoi? Parce que c'est un coup qui n'est pas forçant. Ce n'est pas un échec, une prise, une menace. Par exemple, là, si je mets l'ordinateur, les noirs, ils ont une multitude de coups qui sont parfaitement valables. Le meilleur, c'est G6, il y a aussi C prend D4, il y a fou D6, il y a dame C7, il y a dame D6. C'est typiquement ce qui se passe quand on joue un coup qui n'est pas forçant. C'est-à-dire que l'adversaire, du coup, vu que le coup n'est pas forçant, il a une multitude de possibilités. C'est aussi pour cela, de manière générale, on va éviter... si on a une séquence qui est forçante et qui fonctionne, on va souvent la privilégier à une séquence qui est non forçante. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le voir, quand c'est non forçant, ça veut dire qu'il y a plus de possibilités pour l'adversaire et donc plus de possibilités à anticiper à l'avance et donc aussi plus de chances qu'on ait raté potentiellement un coup très fort pour l'adversaire. Donc, ici, Julien, Jeffy,
je commencerai vraiment par les séquences les plus forçantes en priorité, et peut-être uniquement H4 plus tard, dont je peux comprendre la logique. Donc par exemple, il y a beaucoup plus forçant, par exemple KI prend F7, c'est une prise échec, donc il faut par exemple aller au bout de cette séquence avant de passer à des coups comme H4. Ok. Sinon, comme je l'ai dit, donc les deux éléments importants, les deux compétences importantes ici pour trouver KI prend F7, je pense c'est le Desperado et c'est la résolution de problème. En fait, si on reprend la ligne qui nous posait problème, c'était laquelle? C'était H prend G3. Et ce qu'on n'aimait pas, c'était fou prend G5, on perd le cavalier. Bon, bah là déjà, on peut avoir le réflexe du Desperado. Je vous rappelle, c'est quoi le Desperado? C'est quand une pièce, elle sait qu'elle va mourir, et bah autant qu'elle meure en étant utile à son pays, vous voyez, ou bien on peut aussi dire mourir le ventre plein. Hein, autant mourir le ventre plein. Et du coup, vu que je vais mourir, si on se met à la place du KIG5, vu que je vais mourir, enfin, vu qu'il faut faire H prend G3, vu que je vais mourir, bon bah autant que je meure en mangeant un pion, vous voyez. C'est cette logique-là, le Desperado. Donc, on peut se dire, bon bah je vais faire d'abord KI prend F7, échec, et uniquement après je prends. Comme ça, je suis mort, mais le ventre plein, vous voyez, c'est plus utile. Et aussi, l'autre truc qui peut nous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur KI prend F7, c'est qu'on se dit, ok, vu que le problème, quand je fais H prend G3, c'est qu'il fait fou prend G5, et après il revient en H6, et il reforme cette barricade du petit roc, bah peut-être qu'il faut que je trouve un moyen de l'empêcher de faire fou G5, fou H6. Et donc on peut se dire, bah du coup je vais éliminer ce cavalier. KI prend F7, tour prend F7, et H prend G3. Et peut-être que du coup maintenant, vu qu'il n'y a plus de cavalier, peut-être qu'il ne peut pas trop faire fou G5, fou H6. Donc c'est aussi un petit peu la deuxième façon qui peut nous mener à cavalier prend F7. Ok. Et peut-être la troisième façon, je pense, c'est les signaux faibles tactiques. Par exemple ici, comme on l'a vu par le passé, il y a le vis-à-vis tour H1, roi H8, et donc, comme certains l'ont mentionné dans le chat, la fameuse découverte quand le fou va partir. Bien sûr, vous comprenez qu'avec la tour en F7, bah, il y a potentiellement la découverte fou G6. Et on va manger la tour F7. Parce que le roi noir devra parer l'échec. Alors que si par exemple on ne fait pas cavalier prend F7, bon quand on fait fou G6 là, bah on se rend compte que du coup bah malheureusement il n'y a pas de tour qu'on a attiré en F7, donc la découverte ici est beaucoup moins dangereuse, et le fou ne risquerait pas de manger la tour. Donc finalement tous ces éléments, ces trois éléments, nous mènent un petit peu à cavalier prend F7 échec, tour prend F7 et ici H prend G3. Ok. Et là, on se rend compte que pour les noirs, c'est super difficile. Pourquoi? Bah, parce que si ils font rien, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mat. Vous voyez, par exemple, un coup comme A6. Là, on fait fou G6 échec. Si roi G8, le fameux mat très connu, mat en 4 ici, vous savez, des fois on veut ramener la dame, mais on aimerait la ramener en faisant échec pour gagner un temps. Donc tour H8 échec. Comme ça, après roi prend H8, dame H5. Vous voyez, on ramène la dame avec échec. Et donc il fait roi G8, dame H7, roi F8, dame H8, échec et mat. Bref, on comprend que si les noirs gardent cette colonne H ouverte, finalement si au niveau du premier facteur de sécurité, il n'y a pas de petit pion devant le roi noir, on comprend que les noirs vont se faire mater. Donc les noirs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent encore trouver un moyen de ramener le fou en H6. Parce que l'autre plan de défense qu'on a pas mal vu, c'est la fuite du roi. Sauf que là, le roi ne peut pas fuir parce que le fou contrôle la case G8. Donc il reste fou G5. Et là, c'est plus la même. Parce qu'ici, on fait tout simplement fou G6 échec, fou H6 et fou prend F7 et on gagne la tour. Alors que si on n'avait pas fait KI prend F7, bah, la différence, ça aurait été quoi? Ça aurait été tout simplement que dans cette situation, bah, quand on fait fou G6, il fait fou H6, et il n'y a juste rien à capturer en F7, et on n'est pas du tout... on est même perdant ici, avec les blancs, on a une pièce de moins, vous voyez. Ok. Donc, voilà un petit peu la difficulté de l'exercice, le desperado, un petit peu la résolution de problèmes, et aussi ces petits coups, vous voyez, qu'on vient insérer. Hein. Souvent, par exemple, un réflexe qu'on a à un niveau plus élevé, et qui va beaucoup vous aider à progresser, c'est que si vous voyez que sur la séquence H prend G3, fou prend G5,
fou G6, fou H6, malheureusement il y a un problème, vous devez avoir le réflexe de vous dire est-ce que je peux pas jouer la même séquence et insérer un petit coup intermédiaire au début. Et finalement, des fois, très souvent, ça fonctionne. Donc par exemple, là, le petit coup qu'on vient insérer, c'est cavalier prend F7. Et après, on joue exactement la même séquence. Et vous allez voir que très souvent, en ayant inséré ce petit coup au tout début, finalement, après la séquence, elle fonctionne. Ok. Donc voilà, c'est exercice ici d'attaque, pas facile. Hein. On va passer à l'exercice suivant. Ok, on s'est fait 2 exercices pas faciles, hein, stratégie, attaque. Là, on se fait un peu plus facile. Très au noir, ici, les noirs jouent gagnent. Bonne chance. Ok, on va débriefer. Il y a eu des personnes qui ont trouvé la solution. Il y a aussi un autre coup. Il y a eu un peu un débat hein, dans le chat. Euh, Beaucoup veulent prendre en F4 et l'autre grosse partie veulent jouer Dame C2. Alors, ça dépend un petit peu de ce que vous avez vu. Moi, Dame C2, c'est pas forcément le coup que je regarderai en premier. Euh, Parce que, encore une fois, comme un peu ce que j'ai dit précédemment, euh, au niveau du coup H4, je commencerai par les coups les plus forçants. Alors c'est vrai que Dame C2, ça menace mat quand même. Dame prend D1, c'est une menace de mat, donc c'est quand même assez forçant, la menace de mat. C'est quand même l'un des coups qui est le plus forçant qui soit. Mais disons que là, il y a une dame qui est en prise. Je commencerai par vraiment calculer qu'est-ce qui se passe si je lui mange la dame. Hein. Donc ça dépend. Est-ce que vous avez vu à l'avance tour prend F4 et vous avez considéré que c'était pas bon? À ce moment-là, vous passez à Dame C2, ok. Mais si vous commencez directement par Dame C2 dans votre processus de prise de décision, c'est un peu étrange. Moi, je commencerai par le coup qui donne le plus envie, c'est-à-dire qu'il y a une dame qui est en prise, qu'est-ce qui se passe si je la mange, ok? Ok. On va ici regarder Dame C2 d'abord. Et effectivement, c'est quand même un coup qui a l'air vachement intéressant. Hein. Donc, bon. Donc, je peux comprendre que vous le regardez. Hein. Mais, parce qu'en fait, on se dit quoi? On se dit quoi? C'est vrai que quand on commence à regarder, on se dit que c'est intéressant. Parce qu'en fait, on attaque maintenant la tour D1 et en même temps on attaque la dame F4. Donc, c'est pas évident ici pour les blancs de trouver une façon de défendre leur pièce. Il faudrait qu'ils bougent leur dame tout en attaquant, tout en défendant la tour D1. Et il n'y a pas tellement de cases en fait. Il y a juste D2 par exemple ici, hein, qui a l'air possible, ou C1. Hein. D2, le problème c'est quoi? C'est dame prend D2, et s'il prend, oups, mat du couloir. Ça c'est un élément par contre qui était très important à retenir, c'est vous avez le petit roi dans le coin, avec pas le petit coup de pion A3 ou B3, donc ça veut dire que le roi peut jamais monter. Donc si jamais vous avez une tour qui débarque première rangée, c'est mat du couloir. Donc dame D2 pas possible. Et donc il y en a certains dans le chat qui ont proposé dame C1. Et c'est vrai que là on se dit qu'on peut juste échanger les dames et ensuite manger en D5 et on a plutôt une très bonne finale ici. Le cavalier qui est attaqué, donc les blancs vont le déplacer en E4 et on a plutôt une bonne finale. Bon. Mais après c'est pas gagnant-gagnant. Ok. Par contre en fait, pourquoi dame C2 c'est mauvais? C'est mauvais alors pour une raison très difficile à voir. Hein, donc je vais vous le montrer, mais donc j'ai envie de vous dire à ceux qui ont proposé Dame C2, c'est plutôt un bon coup. Euh, Parce que en fait là la réfutation des blancs elle est très forte, elle est difficile à voir. Après, je pense que trouver tour prend F4 aurait été plus simple. Le problème de Dame C2, c'est qu'apparemment il y a tour Dame prend F8. Les noirs sont obligés de faire tour prend F8. Donc magnifique sacrifice de Dame de la part des blancs. Et là, ça continue ici avec cavalier F7, échec, incroyable. Et pour la faire simple, si vous prenez le cavalier, il y a tour E8, échec, le roi va en H7, et là il y a fou E4, vous venez récupérer la dame, et après vous avez une qualité de plus avec les blancs. Bon, il y a d'autres lignes, mais vous voyez la complexité de la chose, donc franchement, si vous proposez dame C2, ça me va. Par contre, si vous regardez le coup tour prend F4, on se rend compte que c'est quand même vachement accessible. Et ça a l'air vachement fort. C'est beaucoup plus fort. Ici, tour prend F4. Donc comme je l'ai dit, je commencerai plutôt par ce coup parce que y a une dame en prise, je regarde ce qui se passe si je lui mange la dame. Lui, il doit absolument manger ma dame, vous voyez. Tour prend G6. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe?
Il y a juste un coup à trouver. Encore une fois, il y a le signal faible de ce roi qui est dans le coin, avec pas de pion qui est en troisième rangée, donc ça veut dire que le roi ne peut pas monter si jamais il se prend un échec latéral de la part d'une tour. Et donc finalement, si jamais cette tour D1, elle n'était pas là, il y aurait juste tour F1, échec et mat. Or, la tour ici en D1, elle défend le fou D5, et donc je peux tout simplement faire tour prend D5, j'attire ici ailleurs la tour D1, et si la tour mange ma tour, tout simplement, mat du couloir. Donc ça, si vous n'avez pas repéré le tour prend D5, c'est vraiment important de vous entraîner à ça. Il y a vraiment des signaux faibles qui sont présents pour ce genre de tactique. C'est quand le roi, il est en formation petit roc, mais que les pions, ils sont pas avancés, donc le roi peut pas monter. Et quand vous remarquez que la première rangée, elle n'est pas défendue par beaucoup de pièces lourdes adverses. Quand il y a les deux tours qui sont en première rangée, souvent c'est difficile de placer un mat du couloir parce qu'il faut attirer les deux tours ailleurs. Mais là, on voit qu'il n'y a qu'une seule tour. Donc là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, ah tiens, il n'y a qu'une seule tour, si je l'attire ailleurs, je peux placer ma tour et ses mats du couloir. Donc ça, c'est ce qui aurait pu vous interpeller. Et en fait, sur tour prend D5, bah, en même temps on attaque la tour doit partir, hein, sinon on va manger la tour, donc la tour s'en va quelque part, et ensuite on récupère le cavalier, et ici on a tout simplement une pièce de plus avec les noirs, et on est ici gagnant. Ok. Donc finalement, vous voyez, la séquence est quand même, elle est vachement directe, hein, et ultra forçante, et donc en ce sens un peu plus simple que le Dame C2, je trouve. Ok. Ok, très bien, et on va ici se faire un dernier exercice pour terminer en beauté, alors lequel je pourrais vous proposer, celui-là un petit peu complexe. Tiens, celui-là il est marrant, on va terminer avec celui-là qui est pas mal du tout. Allez, ici on se donne, je pense qu'il est vachement simple, accessible, donc on va se donner peut-être 2 minutes 30, parce qu'il est marrant, quoi. Et il n'y a pas tellement de possibilités, je trouve. Donc on se donne 2 minutes 30, donc je lance le chrono, 5 minutes, et on arrête à 2 minutes 30. Très haut blanc, les blancs jouent et gagnent ici, bonne chance. Ok, on va débriefer ici. Alors malheureusement, il y avait quand même un petit piège. Pas mal sont tombés ici dans le piège, attention. Alors effectivement, roi F2 c'est le premier coup parce qu'on veut empêcher le roi noir de bouger, donc les noirs sont en situation quasiment de patte, ils sont obligés de jouer ici B5, et là j'ai vu malheureusement beaucoup d'erreurs dans le chat. Le bon coup c'est A prend B5 et surtout pas C prend B5. Pourquoi? Parce que C4, et maintenant quand vous jouez B6, malheureusement c'est patte. Aïe aïe aïe. Donc il faut prendre en laissant quand même pas mal de coups au noir. Et c'est pour ça qu'on prend du pion A, parce que ça laisse pas mal de coups au noir, et donc ça évite le patte. Là, quand vous prenez comme ça, et joue ça, et si vous jouez ça, c'est patte. Et si en fait vous laissez le roi noir sortir, bah, le problème c'est que c'est lui qui va faire une dame maintenant. Donc, très important, de prendre du pion A. Mais encore une fois, il faut être super précis au niveau du calcul, parce que lui aussi, il va aller à dame. Donc ça, il fallait l'anticiper. Malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de personnes dans le chat proposer la ligne en entier. Il faut regarder A4. Et qui va arriver en premier? B6, A3, B7, A2, Dame, Dame. Et heureusement pour nous, il n'y a qu'un seul coup qui gagne, c'est Dame B7, échec et mat. Mais si vous n'avez pas Dame B7, échec et mat, vous ne gagnez pas. Donc attention, il y avait quand même plusieurs pièges ici. Ok, le thème du patte, bien vu. Mais il faut ici prendre du pion A et non pas du pion C pour laisser pas mal de coups au noir. Et aussi vérifier qu'à la fin, parce qu'on mate le premier, parce qu'il y a quand même chacun qui va arriver à faire une dame. Ok. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu ce petit stream. Pour les plus aguerris d'entre vous, il y a le stream demain, mercredi, plus de 1700 Hello, le stream le plus difficile. Sinon, je vous rappelle que j'ai envoyé le cahier d'exercice aujourd'hui, donc n'hésitez pas à le faire. Et sinon, le programme habituel que vous savez bien, les tournois jeudi, vendredi, dimanche, masterclass par un maître ou grand maître du club, et ce samedi, on a aussi la rencontre mensuelle, donc
matin et après-midi, donc programme chargé. Merci à tous et du coup, déjà, je vous dis à demain pour le stream. Plus de 1700 hello, bonne soirée à tous, ciao ciao.